Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast du magazine Programmé. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans MongoDB local et plus précisément à Paris. C'est un petit rituel que Mongo a en France. Tous les ans, il y a une journée dédiée, alors journée plutôt technique, on parle bien entendu de base de données, mais aussi on parle beaucoup développeurs parce que c'est un des axes de MongoDB. Et on va en parler dans quelques secondes. Je te laisse te présenter. Bonjour, merci. Donc je suis Frédéric Fablin, je suis responsable technique chez MongoDB, en charge en fait des partenariats techniques avec les hyperscalers et en supportant aussi la partie équipe avant-vente. Et merci de nous donner cette opportunité de venir parler aux développeurs et aux lecteurs en fait, de programmes. Alors, ce qui est très intéressant avec Mongo, alors effectivement, on pense que c'est vraiment une base de données. Alors, on est dans du non structuré et du semi-structuré, c'est du classique. Hein. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que Mongo a une grosse partie pour les développeurs. Et ça, c'est vrai que c'est parfois un petit oubli que l'on fait. C'est l'occasion, durant cette journée-là, de refaire un point avec les communautés techniques. Oui, tout à fait. Alors déjà, MongoDB, c'est une base de données qui a été créée par des développeurs pour des développeurs. La genèse, elle est vraiment là. Et tout ce que l'on fait aujourd'hui, avec aussi en allant jusqu'à MongoDB Atlas, qui est notre développeur data platform, une plateforme de données pour les développeurs. Et tous les produits et tout ce qui est fait en termes d'innovation, de sortie de produits, est là en fait pour réduire en fait la friction que peuvent avoir les développeurs pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur les points qui sont importants. Et pour nous, ce qui est important pour un développeur, c'est vraiment de se focaliser sur l'apport de la valeur plutôt que de construire, on va dire, la tuyauterie pour faire communiquer la donnée ou faire... Là, ce que l'on veut, c'est avoir des fonctionnalités pour les développeurs, le business, et répondre vraiment au business et les aider à accélérer pour qu'ils répondent aux enjeux du métier, qui leur donnent un certain nombre de pression pour délivrer de la fonctionnalité, puisque passer du temps sur les choses, sur les autres choses. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le marché de la base de données, parfois, on a du mal effectivement à se retrouver. Bon, on a les traditionnels à base de données dites relationnelles, ça a du grand classique, hein, je ne vais pas revenir dessus. On a du NoSQL, donc du non structuré, du semi-structuré. On a tout ce qui est data lake, le data warehouse of X, parce que maintenant c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, même si ça existe toujours évidemment. Tout ce qui va être hub pour les données qui proviennent des parcs d'IoT. Donc là, on va plutôt parler de batch, de données batch et de données stream, évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder les architectures de référence. Donc on sent qu'il y a une effervescence, mais parfois on a du mal à comprendre qui fait quoi. Et même parfois, MongoDB, on a tendance à vous comparer à du Cassandra. Souvent. Même si ce n'est pas totalement les mêmes spectres. On n'est pas tout à fait dans le même spectre. Hein. Si on était vraiment pur dans la partie database player et qu'on regarde le théorème de Cap entre MongoDB et Cassandra, on n'est pas du tout sur les mêmes axes. AP d'un côté, CP pour MongoDB, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, MongoDB en fait a une particularité de faire en fait la partie document model qui nous permet de dire que on est une base de données qui est general purpose, donc pour les cas d'usage généraux, mais aussi apportant en fait toutes ces fonctionnalités d'entreprise, de sécurité et autres, donc pour ce qu'on va appeler les mission critical work. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que la flexibilité que l'on va apporter avec ce document model va pouvoir en fait nous aider à arriver, à nous driver sur des points très importants, puisqu'il y a un certain nombre de choses en fait qui peuvent être mappées avec du clé-valeur dans du document model. On va pouvoir avoir un petit peu de graphe aussi dans du document model. Et ça, c'est vraiment tout le spectre en fait de cette partie document model. Quand on arrive aussi derrière, on a rajouté les parties time series.
avec MongoDB 5, on a aujourd'hui MongoDB 7, qui nous permet en fait de nous adresser aussi avec cette partie IoT. On parlait tout à l'heure du data streaming, on a MongoDB at the Edge, qui nous permet aussi derrière de nous intégrer. Et puis, si on regarde aussi les différentes architectures de référence, eh bien, pourquoi pas aller regarder aussi nos architectures de référence que l'on a fait avec aussi les cloud providers, avec AWS sur l'IoT, Azure et GCP sur ces données-là. Donc on arrive à quelque chose, en fait, à un panel qui nous permet en fait d'interagir sur beaucoup de cas d'usage. Alors, après, c'est clair qu'on n'est pas une base de données relationnelle, on n'a pas les 50 ans d'historique, MongoDB n'a pas 50 ans non plus, mais aujourd'hui, quand on pense en fait de comment travaille un développeur, et pourquoi MongoDB a été fait, c'est pour pouvoir stocker la donnée comme le développeur l'utilise. Aujourd'hui, un développeur, il pense objet. Donc, au lieu d'aller décomposer son objet avec avec différentes colonnes, eh bien, il va penser directement et automatiquement en fait, à dire je vais pouvoir stocker mon objet comme je l'utilise. Ce qui fait un changement aussi de paradigme dès lors que je veux aussi modéliser ma donnée. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on veut travailler avec une base de données relationnelle, on va commencer à penser ok, il va falloir que j'écrive mon modèle de données. Et puis je vais l'optimiser. Donc ça c'est un point clé. La deuxième partie, quand je vais vouloir aller dessus, eh bien, je vais après construire mon application, mes API, etc. Avec Mongo, on va penser les choses de manière différente. C'est-à-dire qu'on va commencer à dire qu'est-ce que je veux faire de ma donnée, à quoi elle va me servir. Donc, ça va me permettre je vais partir de mon applicatif, comment je vais me concevoir, et après derrière, je vais appliquer en fait des design patterns en fait qui vont me permettre de me donner un trade-off entre la complexité et la performance ou la simplicité. Voilà. Et c'est ce trade-off en fait qu'il va falloir que je sois à même d'appliquer, et c'est pour ça qu'on est là aussi pour aider les développeurs à pouvoir travailler autour de ça. Alors aujourd'hui à .local Paris, on a eu un certain nombre de clients qui ont fait des témoignages. Je pense par exemple à BNP Paribas sur la modernisation des applications venant d'un monde relationnel vers du MongoDB. Autre cas aussi, MongoDB, ADO aussi sur la partie retail. Donc c'est un des grands axes. Et puis de manière théorique pour les développeurs, pour les architectes, comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser MongoDB pour pouvoir transformer et moderniser leur application. En parallèle en fait de ces différents talks, on organise aussi un petit peu des sessions de workshop en fait, aussi avec nos clients, ce qui leur permet de venir parler aux experts MongoDB et faire ce que l'on appelle des design reviews pour les aider en fait à voir et à moderniser leur application ou régler des problèmes techniques autour de MongoDB, les conseiller ces développeurs pour construire ce qu'ils ont envie de construire. Alors, on sait aussi qu'une des problématiques aujourd'hui dans le monde IT, c'est la fameuse intelligence artificielle. Bon, effectivement, on en parle beaucoup. Il y a eu quelques annonces en début du mois d'octobre autour de ça et de Mongo. Comment aujourd'hui un acteur comme vous intégrer ou soit des fonctions ou aider effectivement les développeurs à mettre en place du machine learning ou des modèles larges de données? Alors, il y a deux petits pendants que je vais un petit peu dissocier. Il y a la partie machine learning qui est quelque chose qui existe là depuis énormément de temps. On a énormément de cas d'usage autour de cela, avec de la détection de fraude par exemple, avec de la maintenance prédictive. Et là, on va s'intégrer déjà avec des outils natifs qui existent déjà chez par exemple les différents clouders ou partenaires technologiques de MongoDB, tels que Databricks ou AWS SageMaker, sur lesquels on est capable en fait d'aller récupérer et construire ses propres modèles pour résoudre un certain nombre de cas d'usage. Ça, c'est un premier point. Si je veux faire de la personnalisation, je vais récupérer mes données, je vais les injecter, avoir mon modèle et fournir.
un output. Ça, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. La deuxième chose que l'on a, c'est tout ce qui est la partie de Generative AI qui est arrivée et qui a été mis sur le devant de la scène avec OpenAI et ChatGPT. Et là, on arrive en fait à l'étape suivante en fait des besoins en fait des entreprises qui vont pouvoir, et c'est une manière aussi pour les entreprises de pouvoir valoriser la donnée qu'ils ont. On a parlé, tu as parlé tout à l'heure de la partie IoT, le streaming des data. Quand on est sur l'IoT, on est sur des monstres de data qui arrivent. Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer cette donnée? Comment tu vas pouvoir exploiter cette donnée, la mettre dedans et puis en faire quelque chose? Ou alors, pourquoi pas avoir quelque chose qui va nous aider, en fait, par exemple, des gens à résumer un texte. Cette donnée-là, elle est stockée en fait dans MongoDB. Et l'avantage en fait de MongoDB, c'est que l'on va pouvoir avoir stocké en fait et vectoriser cette donnée directement dans la base de données et la coller directement et insérer les vecteurs directement dans le document lui-même. Pas besoin d'avoir une base de données extérieure. Le vecteur, il est là dans le document, donc je ne vais pas avoir à chercher et dupliquer ma donnée et mettre en place en fait des mécanismes d'ETL ou de synchronisation entre les deux. Et puis après, avec les problèmes sous-jacents qu'il y a en termes de consistance de la donnée, les problèmes d'opérationnalisation et autres, j'ai ma donnée en fait qui est dans un même bloc. Et après, derrière, suivant ma requête, je vais avoir le moteur soit de vector search, soit de full text search, soit de base de données, derrière qui va aller interroger ma donnée directement avec la même source de données. C'est ce qu'on va appeler la single source of truth, par exemple, pour ne pas avoir de problème après derrière de consistance, parce que cette consistance elle est quand même importante. Quelles sont les 2-3 grosses nouveautés ou annonces que l'on peut mettre en avant et qui ont été faites très récemment? Alors très récemment, on va parler de la dernière en date, qui est le partenariat que l'on a avec Amazon et puis la partie CodeWhisper, qui permet en fait derrière aux développeurs de réduire cette friction. Toujours dans mon mode, en fait, je veux réduire ma friction avec lorsque je vais utiliser Mongo et accélérer mon temps de développement. CodeWhisper en fait en fait partie. Et, donc ça c'est côté Amazon. Ça c'est côté Amazon. Ouais. Ça c'est côté Amazon. On a aussi GitHub Copilot. Mais aujourd'hui on a vraiment un partenariat et une mise en œuvre en fait spécifique avec CodeWhisper, où on a travaillé main dans la main et on continue en fait à travailler main dans la main avec Amazon pour améliorer en fait le LLM CodeWhisper, justement pour le rendre en fait plus efficace. Avec MongoDB. Donc ça c'est quelque chose, c'est du long terme, c'est pas quelque chose, il y a eu la première phase et puis on chante sur la deuxième, on continue sur la deuxième et puis il y aura une troisième, etc., justement pour améliorer à chaque fois les performances et le résultat et puis intégrer aussi les nouvelles fonctionnalités que l'on a au fur et à mesure. Ça c'est la première chose. Et puis derrière, on a la partie vector search aussi, qui est importante. On en a parlé tout à l'heure dans les différents cas d'usage, d'avoir en fait la possibilité d'avoir mon vecteur et mes embeddings directement dans mon document. Parce que quand je vais faire ma requête, derrière, je vais retrouver mon vecteur et je vais pouvoir faire mes recherches de similarité avec MongoDB. Donc ça, c'est quelque chose qui aide les développeurs. Et puis on a deux autres choses aussi qui ont été annoncées. Il y a la partie partner par catalogue aussi, alors qui est importante parce qu'aujourd'hui un développeur ou le métier en fait cherche en fait à répondre à un cas d'usage au global. Mais MongoDB est une développeur data platform, donc je peux être amené en fait à savoir à interagir avec X ou Y produit en fait pour résoudre ma solution end-to-end. Et ce partner catalogue en fait va aider en fait les développeurs, les architectes en fait à savoir quelles sont les technologies, les ISV avec qui MongoDB est bien intégré et va permettre en fait d'avoir une solution de bout en bout et construite en fait pour mes développeurs. Et puis le dernier
le dernier point que je voudrais mentionner, c'est aujourd'hui MongoDB en fait a sorti Atlas for Industry, et c'est quelque chose qui a été annoncé à .local New York au mois de juillet dernier. Maintenant, on rajoute en fait des industries, et aujourd'hui on vient de faire le lancement de Atlas for Retail. Donc qu'est-ce que ça apporte en fait? Eh bien, ça apporte en fait aux clients qui veulent monter en fait une solution un certain nombre de guidelines, de cas d'usage, et puis de solutions en fait, puisqu'on démontre en fait une solution aujourd'hui d'e-commerce sur un stand Atlas for Retail à .local Paris, où les clients peuvent venir voir un petit peu qu'est-ce que l'on va pouvoir faire autour du retail avec MongoDB, que ce soit sur de la modernisation de supply chain, ou de l'e-commerce, ou de l'hyper-personnalisation, etc. Avec un certain nombre de clients qui ont aussi produit un petit témoignage aujourd'hui live, et ADO on a fait partie. Oui, donc en fait, c'est proposer des packages, on va dire, tout intégrés, très verticalisés. Tout à fait. Par secteur ou par industrie en fait. Par secteur et par industrie, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver une partie pour la partie financial services, l'assurance, industrie financière, le manufacturing, l'automobile, et puis là maintenant la partie retail. On a déjà des idées, des roadmaps pour 2024 ou c'est encore un petit peu tôt? Ou dans les grandes lignes en tout cas? Alors, aujourd'hui, on est encore un petit peu tôt sur les roadmaps globales. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a quand même des tendances qui sont là, qui est de continuer en fait à accélérer autour de cette développeur data platform. Donc, on va avoir des choses qui vont continuer à arriver autour de Atlas Streaming, tout ce qui est Compute at the Edge, avec Atlas at the Edge. On retrouve aussi, on va continuer à travailler, et on continue à travailler avec nos hyperscalers, avoir les intégrations autour de tout ce qui est AI, ML, Data Analytics, etc. Donc on retrouve un petit peu tout ça sur les tendances que l'on va avoir. Donc toujours avoir dans ce principe que MongoDB étant une base de données à la genèse, faite par des développeurs pour des développeurs, tout ce qui va être fait dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fait, va toujours être là pour aider à résoudre les problèmes des développeurs. Et comment est-ce qu'on va faire pour accélérer le temps des développeurs? Et si je reviens sur l'annonce, en fait, par exemple, de CodeWhisper, cette intégration-là aide à accélérer à 85% en fait, le temps des développeurs dès lors qu'ils veulent utiliser MongoDB avec AWS CodeWhisper. Est-ce que les sessions de la journée seront disponibles en replay? Les sessions de la journée seront disponibles en replay dans les jours qui viennent, le temps de les processer, etc. Et puis de les mettre en ligne. Mais oui, elles ont toutes été enregistrées pour qu'elles soient en replay pour que tu puisses, et puis les lecteurs de programmés puissent bien entendu les regarder. Donc ce sera accessible depuis le site français? Oui. D'accord. Depuis mongodb.com. Et puis après, derrière, ils les verront. De toute façon, la majorité de nos sessions ont été faites en français, avec des clients français. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parfait, très bien. Un grand merci à toi. Donc si vous ne connaissez pas Mongo, si vous voulez approfondir, n'oubliez pas donc les replays de toutes les sessions. Et bien entendu, n'oubliez pas de consulter toutes les nouveautés autour de Mongo, actuelles et à venir. Merci à tout le monde et à bientôt pour un prochain podcast et une prochaine vidéo sur programmer.com. Merci, à très bientôt. À très bientôt.